Salam alaikum. Salam alaikum, Azul Filaon. Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà de retour avec une nouvelle vidéo dans le cadre toujours du thème de la personnalité juridique. On va continuer sur le même thème en traitant dans cette deuxième partie. D'abord, dans le cadre de la personne physique, on va terminer cette partie par l'identification de la personne physique, puis on va reprendre avec la deuxième section en traitant la personne morale. Et dans ce cadre, on va essayer donc d'aborder d'abord les distinctions entre les différentes sociétés, puis l'acquisition de la personnalité morale et ses effets. Allah barakatillah. Alors, donc, concernant l'identification de la personne physique, une personne physique est identifiée généralement ou bien est individualisée généralement par plusieurs éléments, c'est-à-dire plusieurs éléments permettent d'individualiser et d'identifier une personne des autres. D'abord, le nom, le prénom, la nationalité et le domicile, c'est-à-dire 4 éléments essentiels, 4 éléments fondamentaux qui permettent d'identifier une personne physique. C'est-à-dire chaque personne physique doit impérativement doit avoir donc un nom, un prénom, une nationalité et le domicile. Et ce sont ces 4 éléments qui sont les piliers de l'identification d'une personne physique. Alors, ces éléments d'identification sont constatés généralement dans ce qu'on appelle l'état civil, c'est-à-dire dans les actes de l'état civil. Commençons par le nom et le prénom, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques le nom et le prénom, et surtout quelles sont les conditions ou bien justement donc les conditions qu'il faut respecter dans le choix le nom et le prénom. Alors le nom est une situation d'abord de la police civile, c'est-à-dire donc le nom permet quand même donc à la police civile l'identification des personnes, et l'objectif c'est toujours normalement de permettre quand même de faciliter le respect de l'ordre public, et bien évidemment cette individualisation elle est nécessaire dans un intérêt public. Alors donc c'est un ensemble de rattachement familial, ou bien c'est un emblème donc de rattachement familial, surtout le nom, auquel est associé à un prénom, en vue de quoi? D'une véritable individualisation. C'est-à-dire le nom de manière générale, emblématiquement, donc il permet, il assure donc ce rattachement familial, c'est-à-dire la même famille porte le même nom. Donc ça permet donc ce rattachement entre les membres de la même famille. Pour permettre donc d'identifier les personnes appartenant donc à la même famille les unes des autres, donc on rajoute donc un prénom. Pourquoi? Pour permettre de les individualiser. Alors donc maintenant donc on va commencer d'abord par le nom de famille. En fait, le nom de famille, toute personne doit avoir un nom de famille, ce qui est évident. Donc il choisit lors de la première inscription à l'état civil. Au moment donc de l'élaboration donc ou bien de la création de son état civil, donc chaque famille, chaque personne doit choisir un nom de famille. Généralement, donc on hérite le nom de famille de nos parents. Alors, donc le nom choisi doit. Donc maintenant, quelles sont les conditions qu'il faut respecter donc en choisissant son nom de famille? D'abord, il ne doit pas être différent de celui du père. Donc il assure donc une continuité donc d'appartenance à la même famille. Donc il doit être le même que celui du père. Puis il ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs ou bien à l'ordre public. Vraiment des noms, il faut qu'elle respecte quand même les bonnes mœurs, c'est-à-dire ne pas choisir un nom de famille qui peut porter atteinte aux traditions, aux bonnes mœurs de la société, bien même à l'ordre public. Mais également, donc, ne doit pas être un nom ridicule, et malheureusement, donc, il existe quand même au Maroc, par exemple, il existe beaucoup de noms de famille qui portent quand même donc ce caractère ridicule. Puis donc un prénom ou bien un nom étranger ne présentant pas un caractère marocain, donc il ne doit pas également, le nom
ou bien un prénom, ou bien un nom étranger. Et c'est-à-dire le nom doit présenter quand même un caractère marocain, c'est-à-dire donc il doit quand même renseigner sur le caractère marocain de la personne. Un nom ne doit pas être également donc un nom d'une ville, ou bien d'un village, ou bien d'une tribu. Donc il doit être différent de ça pour ne pas normalement créer de la confusion avec les villes, les villages et ainsi de suite. Parce qu'également, donc et chaque ville également a sa propre identification. Alors, ni un nom composé, également le nom ne doit pas être composé, sauf s'il s'agit d'un nom composé déjà. Donc, c'est déjà une famille porte un nom déjà composé. Il existe des exemples au Maroc jusqu'à aujourd'hui, mais généralement parce que globalement les lois n'ont pas ce genre de loi n'ont pas ce caractère rétroactif. عندهمش اثر رجعي باش مثلا نمشيو نبدلوا الناس اللي ديجا عندهم هاد لي نون كومبوزي. Voilà donc voilà. Il est à noter que des fois, au Maroc, il y a certains noms, certaines familles qui portent des noms de shérif, Shorafa et Hussein. Donc, il en sera donc une famille qui choisit ce nom, elle doit justifier ça par une attestation de Naqib, Naqib ديال Shorafa, Shorafa, correspondant ou à défaut au Naqib, ou à défaut pardon de Naqib, donc il faut qu'il soit justifié par quoi? Par un acte annulaire. Donc, l'acte de l'adulte. Pour normalement, c'est pas autorisé, mais également confirmé, bien évidemment, donc l'appartenance de cette personne à une famille dite famille du shérif. Alors, maintenant pour le prénom, presque les caractéristiques sont les mêmes, avec quelques différences. Donc, le prénom est choisi par la personne faisant la déclaration de naissance à l'état civil. Généralement, celui qui déclare une naissance à l'état civil, c'est celui qui choisit, qui propose le prénom à l'agent de l'état civil. Elle doit présenter un caractère toujours marocain, donc il faut qu'il présente un caractère marocain. Donc, sauf que des fois, donc, au Maroc, il est essentiel quand même de noter ça. Certains noms parfois ne respectent pas donc ce caractère marocain des fois. Alors, donc, ne doit pas être ni un nom de famille, il doit être différent d'un nom de famille, ni un nom composé de plus de deux prénoms, c'est-à-dire deux prénoms, donc à la limite, Mohamed, Mohamed, Rida, donc il est accepté. Mais trois, à partir d'une composition de trois noms, donc on n'accepte pas. Donc on a donc un nom, donc il doit quand même, donc il ne doit pas être composé de plus de deux prénoms. Ni un nom de ville, de village, comme si c'est le cas pour le nom de famille, comme il ne doit pas être donc de nature à porter la même chose atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, et il ne doit pas donc également comporter aucun sobriquet, c'est-à-dire surnom de famille, par dérision également, en fait ما يكونش عاوتاني لا فيه السخريه وهنا ou bien titres tels que مثلا مولاي سيدي ولا لا هذا également donc sont réservés donc à la limite هنا également un nom d'une personne ne doit pas être suivi par مولاي سيدي لا وهذا donc il est interdit aujourd'hui. Alors donc maintenant le deuxième élément de l'identification sur le domicile, il est important donc également d'identifier les personnes par le domicile, c'est-à-dire donc c'est pour cette raison on insiste sur l'adresse, et une personne qui change l'adresse donc elle doit changer automatiquement, donc on lui demande de changer la carte d'identité nationale. Pourquoi? Parce que le domicile fait partie des éléments essentiels donc d'une institution de la police civile, donc qui permet l'identification des personnes les unes des autres. Alors donc le domicile, qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc le domicile équivaut bien évidemment à une localisation géographique, donc c'est un rapport avec la localisation géographique, mais stable et permanente. Donc on identifie, donc on localise, ça permet le domicile de localiser la personne juridique d'une manière stable et permanente dans un endroit géographiquement, donc le repérer, localiser. Ainsi, on peut définir le domicile comme étant le lieu où
ou la personne se situe pour les actes juridiques la concernant. C'est-à-dire, c'est là donc on peut adresser à la personne directement donc lorsque les questions de quoi donc d'un acte juridique donc qui concerne cette personne. Comme ça donc le domicile est différent de la résidence. Ça n'a rien à voir avec la résidence. Le domicile est l'endroit où la personne est rattachée juridiquement. Donc c'est-à-dire là où on peut adresser donc à la personne juridiquement lorsque et ça est là donc les questions de quoi il est là en fait fait un certain nombre d'actes juridiques et ou bien des actes juridiques concernant cette personne et donc pour s'adresser à cette personne donc bien évidemment donc on s'adresse à cette personne dans son domicile. C'est pour cette raison le domicile et les différents de quoi de la résidence des personnes de sa résidence là où il réside. Donc pourquoi pour une simple raison parce que normalement le domicile est l'endroit où la personne est rattachée juridiquement. Et bien sûr, peu importe s'il ne s'y trouve pas, donc s'il se trouve ou ne se trouve pas, donc on s'adresse à cette adresse, à ce domicile, puis donc surtout normalement pour convoquer la personne, je ne sais pas moi par exemple, dans le cadre d'une investigation, bien de l'enquête, donc on s'adresse à cette personne dans le domicile, mais on vérifie là et également donc ou bien évidemment donc il déclarait son domicile. Alors que la résidence, bien sûr, c'est le lieu où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé, sans que l'on se préoccupe donc de l'y rattacher juridiquement. Donc peut-être donc sa maison d'habitation, peut-être oui, mais cette personne donc peut-être désigné pour dans le cadre de ces actes juridiques à notre endroit. Donc là, dans le cadre des actes juridiques, généralement, donc le domicile pour nous, c'est là, c'est cet endroit désigné par cette personne ou bien ces actes juridiques. Alors donc, comme ça, donc à partir de ça déjà, mais des fois, on va voir, que le domicile est le même et la même chose que la résidence. Des fois, donc il existe cette coïncidence. C'est un cas qui est fréquent, fréquent surtout pour les personnes normales qui n'exercent pas des activités certes donc commerciales et ainsi de suite. Alors comme ça donc à partir de ça donc déjà donc il existe trois types de domiciles. Donc il y a lieu de distinguer entre le domicile d'abord réel, le domicile légal ou bien le domicile élu. Donc trois catégories de domicile peuvent être distinguées. Et rappelez-vous donc le domicile c'est là où la personne se situe pour les actes juridiques qui la concernent. Très bien, donc pour le domicile réel, en fait c'est quoi? C'est le lieu où il a son habitation habituelle et en même temps le centre de ses affaires et de ses intérêts. Donc, des fois, donc, c'est-à-dire c'est là où il réside, c'est le domicile et la résidence de la personne qui en même temps son domicile réel, parce que donc il regroupe les deux ou bien les trois. En même temps c'est l'endroit de son habitation habituelle et le centre de ses affaires ou bien de ses intérêts. Alors, une petite remarque. Pardon. Donc, lorsque la personne a son habitation habituelle en un lieu et le centre de ses affaires dans un autre, donc il a par exemple donc, il plus d'entreprise dans une zone industrielle, mais lui, il habite donc dans un quartier au centre de la ville, par exemple. Donc, comme ça, donc il faut faire attention donc à cette il y a quand même donc une différence entre ici donc bien évidemment donc il faut faire une distinction entre les actes qui ont un rapport avec l'activité commerciale exercée par cette personne, mais également des actes juridiques, c'est vrai, qui ont un rapport avec avec l'état civil de cette personne. Alors donc lorsque la personne je reprends, lorsque la personne a son habitation habituelle en un lieu et le centre de ses affaires dans un autre, et les domiciliés, regardez donc le domicile ici, donc il existe un double domicile.
Il est domicilié à l'égard de ses droits de famille et dans son patrimoine personnel, là où il a son habitation habituelle, alors que, à l'égard des droits ressortissants donc à son activité professionnelle, là où il a le centre de ses occupations ou bien de ses intérêts commerciaux. Donc là, ce qui a un rapport avec ses droits de famille et son patrimoine personnel, donc lorsqu'il y a des actes qui concernent donc ses droits, donc on s'adresse à son habitation habituelle. Lorsque les actes concernent l'activité professionnelle de cette personne, donc on s'adresse bien évidemment donc à son domicile, c'est-à-dire généralement le siège de son entreprise, s'il a une entreprise. Maintenant, deuxième élément, le domicile légal. C'est la loi qui détermine le domicile de certaines personnes. Généralement, les personnes ici sans se préoccuper du lieu de leur résidence et sans qu'ils aient quand même le choix de leur domicile. C'est-à-dire c'est la loi qui détermine. On a un exemple pour l'incapable, par exemple. Domicile légal de l'incapable est le lieu de domicile de quoi? De son tuteur, à abstraction en fait de son domicile ou bien de sa résidence. Donc, le domicile d'un fonctionnaire public, c'est le lieu où il exerce ses fonctions, c'est-à-dire là où il exerce l'administration dont il travaille. Donc, je reprends, le domicile légal, c'est un domicile, bien évidemment, donc déterminé et, pour ne pas dire imposé par la loi, c'est la loi qui détermine le domicile légal. Et généralement, lorsqu'il s'agit par exemple d'un incapable, c'est le domicile. Le domicile ici, c'est le domicile du tuteur. Et par exemple, pour un fonctionnaire, le domicile, c'est là où il exerce l'administration dont il exerce ses fonctions. Le domicile élu, à l'occasion généralement là, donc on donne en fait le droit à des contractants, par exemple, des personnes contractantes, donc de choisir un domicile, au moment de la conclusion de leur contrat. Je continue. Donc ici, par exemple, à l'occasion d'un contrat de vente entre le vendeur et un acheteur, ces deux personnes peuvent élire un domicile comme domicile, par exemple, le bureau de notaire qui les a assistés dans cette opération, bien dans cette transaction de l'achat-vente. Ou bien, il en est par exemple de même de l'élection de domicile au prix, par exemple, d'un avocat. Les deux personnes, lorsqu'elles ont conclu un accord, un contrat, ils peuvent élire ou bien choisir comme domicile, par exemple, pour que certes donc pour en fait les courriers qui concernent ces transactions, donc de les acheminer chez le notaire, par exemple, ou bien chez l'avocat. Un avocat, c'est-à-dire tous les actes qui concernent cette opération peuvent être bien évidemment donc adresser bien évidemment donc s'adresser comme domicile soit à l'adresse du notaire qui a assisté à cette opération, bien à l'avocat élu par ces deux personnes. Donc là, pour le domicile élu, donc ça c'est une question de quoi? Donc d'accord entre les parties contractantes. Ce sont les deux qui choisissent, qui décident de choisir ou bien de désigner un domicile autre que leur domicile, aussi bien que leur domicile ou bien que leur lieu d'habitation habituel. C'est pour faciliter, généralement pour ça, c'est pour faciliter donc la communication entre les personnes, les deux personnes, également faciliter bien évidemment les transactions. Alors maintenant, le troisième élément d'identification d'une personne physique, c'est la nationalité. Donc c'est normal, donc c'est le lien. La nationalité, en fin de compte, donc, est définie comme étant le lien qui unit donc la personne à un État. C'est la nationalité normalement qui confirme et justifie donc ce rapport entre une personne à un État bien déterminé. Et la nationalité reconnaît donc tous les droits, reconnaît donc à cette personne tous les droits civils et politiques reconnus donc aux citoyens. Donc c'est cette nationalité qui permet de reconnaître à cette personne
ses droits civils et ses droits politiques. Par exemple, seul un Marocain peut être fonctionnaire de l'administration publique ou bien participer aux élections. Là, ce sont bien évidemment des fondamentaux donc, de la Constitution pour la fonction publique au Maroc. Donc, seul celui qui a la nationalité marocaine, donc qui a droit donc, à se présenter donc, au concours de l'administration publique. Mais également, donc, seuls les Marocains qui ont droit de participer aux élections. Les étrangers qui n'ont pas de nationalité n'ont pas droit. Alors, le régime juridique de la nationalité marocaine donc, fait l'objet de Daher donc, du 6 septembre 1958, portant sur le code de la nationalité marocaine, tel qu'elle a été modifiée, complétée donc, en 2017. Voilà, 2017, certes, donc, la nouveauté ici, c'est donc de permettre à la femme mariée avec un étranger, la femme de nationalité marocaine, donc, de transmettre sa nationalité donc, à ses enfants. Alors, il y a lieu de distinguer entre la nationalité d'origine et la nationalité par le bienfait de la loi et par la naturalisation. Donc, trois opérations qui permettent c'est-à-dire à une personne d'acquérir la nationalité donc, marocaine. Donc, soit elle a d'origine donc la nationalité donc, marocaine, donc soit par la loi ou bien par une opération de la naturalisation. Donc, on va commencer par la nationalité d'origine. Comment peut-on acquérir une d'origine, donc la nationalité donc, marocaine? Alors, donc la nationalité marocaine, donc le marocain, donc pardon, donc d'origine se transmet automatiquement par filiation, c'est-à-dire droit de sang, ou bien par naissance au Maroc, c'est le droit de sol. Donc, dans la nationalité d'origine, donc on a donc ça concerne deux droits, soit droit de sang, c'est-à-dire quoi? Il permet donc une transmission automatique du père de nationalité marocaine donc à ses enfants, ou bien parce que une personne donc est née donc au Maroc, et là c'est-à-dire ce droit de sol donc permet à cette personne d'acquérir une nationalité donc marocaine, mais sous condition bien sûr. Donc par filiation établie déjà donc durant la minorité de la personne paternelle, l'enfant né d'un père marocain donc est marocain. Maternelle, l'enfant né d'une mère marocaine donc est marocain. Donc c'est la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau par rapport au Daher de 1958. Avant, la mère n'a pas le droit de transmettre la nationalité marocaine donc à ses enfants. Maintenant, oui. Maintenant, par la naissance au Maroc, pour l'enfant né au Maroc de parents inconnus. Hein. Là, ici, donc, droit de sol lorsque la personne, lorsqu'on ne reconnaît pas les parents de la personne. Les personnes délaissées donc soit dans un hôpital ou bien dans un lieu, si malheureusement ce cas donc il existe quand même. Alors le nouveau-né trouvé donc au Maroc est présumé jusqu'à preuve le contraire, il est né au Maroc. Donc c'est un Marocain. Donc c'est un nouveau-né donc qui est trouvé donc sur le sol du Maroc et ses parents sont inconnus, donc il est supposé marocain. Maintenant, donc, l'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi. Comment peut-on acquérir la nationalité par la force de la loi? Donc, la nationalité donc, marocaine donc, est acquise sur demande présentée par l'intéressé. Et l'intéressé, c'est-à-dire là, ça suppose que l'intéressé donc, est majeur. Donc, présente, j'allais dire, donc, la demande. Mais à condition qu'il n'y a pas une opposition du ministre de la Justice. Certaines personnes sont opposées, sont interdites donc c'est-à-dire leurs demandes ne sont pas autorisées. Hein. Alors donc par la naissance et la résidence au Maroc, donc c'est en fait le premier cas qui a droit de présenter donc sa demande. D'abord donc la personne née au Maroc, de parents étrangers eux-mêmes nés au Maroc avant le 6 septembre 1958. Donc là, cette personne doit justifier quand même d'une résidence habituelle et régulière au Maroc, et l'intéressé doit présenter sa demande dans les 2 années qui précèdent sa majorité. Quelqu'un qui réside au Maroc, qui est né au Maroc, un enfant né au Maroc, de parents étrangers, mais eux-mêmes donc ils sont nés au Maroc avant le 16 septembre 1958. Donc là, il suffit à ce qu'il justifie une résidence habituelle et régulière au Maroc
et pour adresser sa demande, pour présenter sa demande de l'acquisition, pour acquérir la nationalité donc marocaine. Donc, il est autorisé donc après son âge de la majorité, passer donc dans un délai de 2 ans, c'est-à-dire donc de 18 ans à 20 ans au Maroc aujourd'hui. Pendant cette période, donc, il a le droit de présenter sa demande. La personne née au Maroc de parents étrangers, ayant une résidence habituelle et régulière au Maroc, de manière générale, donc une personne, un enfant né au Maroc de parents étrangers, abstraction en fait, est-ce que ses parents sont nés au Maroc ou non, donc l'essentiel qu'ils habitent au Maroc d'une manière régulière. Maintenant, donc, soit on a le cas soit le père de cette personne lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier donc se rattache à un pied dans la fraction, quand est-ce que la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant une langue pour la langue l'arabe, pour la religion l'islam, et appartenant donc à cette communauté. C'est-à-dire donc cet enfant doit, c'est-à-dire montrer que ses parents, bien évidemment, certes son père, il est né au Maroc, et bien évidemment, c'est-à-dire son père donc est là en rapport avec un pays soi-disant donc musulman et qui parle l'arabe. Alors, soit par le kafala, une sorte de prise en charge, sauf opposition du ministre de la Justice, toute personne donc de nationalité marocaine ayant pendant plus de 5 ans, c'est-à-dire donc toute personne de nationalité donc marocaine donc ayant pendant plus de 5 ans, la kafala, c'est-à-dire la prise en charge d'un enfant, quelqu'un qui a cette prise en charge, qui a pris en charge un enfant né en dehors du Maroc, de parents inconnus, et il peut présenter une déclaration en fin d'acquisition de la nationalité donc marocaine donc par l'enfant. Donc pendant les 5 années, donc il a droit, le kafil donc a droit donc de demander, donc de présenter sa demande de quoi, donc d'attribuer la nationalité donc marocaine à cet enfant. Il est à noter que, par exemple, un enfant soumis donc à la kafala, dont le kafil n'a pas, parfois le kafil peut-être, il y a une différence entre les deux, et le kafil n'a pas présenté de déclaration après la fin de 5 années. Donc, cet enfant peut lui-même donc présenter personnellement sa déclaration en fin d'acquisition de la nationalité marocaine donc durant quoi les 2 années précédentes sa majorité. Donc après qu'il atteint l'âge de la majorité, si le kafil n'a pas déjà donc présenté cette demande, donc le kafil lui-même, donc il a droit donc de présenter personnellement cette demande durant les 2 années précédentes donc sa majorité. Troisième cas, toujours dans cette possibilité d'acquérir la nationalité par la force de la loi, c'est par le mariage. La femme étrangère qui a épousé donc un Marocain peut demander l'acquisition de la nationalité marocaine, donc après 5 années de résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage. C'est-à-dire donc une femme étrangère mariée d'un Marocain, donc il a droit de présenter donc après 5 années. Il doit justifier uniquement donc une résidence habituelle et régulière au Maroc de 5 ans, et il a droit de présenter sa demande pour acquérir la nationalité donc du Maroc. Maintenant, donc troisième cas, c'est la naturalisation. L'acquisition peut également se faire par la naturalisation, et donc tout étranger formule donc une demande pour être naturalisé donc au Maroc, Tunis. Naturalisé marocain, donc s'il remplit les conditions suivantes, donc là également il est conditionné. D'abord avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les 5 années précédentes donc le dépôt de sa demande. Donc avant qu'il dépose sa demande, d'abord donc il doit justifier comme quoi qu'il réside au Maroc depuis il y a 5 ans. Résider donc au Maroc jusqu'à ce qu'il soit statué donc sur cette demande, puis être majeur au moment du dépôt de la demande, majeur.
Bien évidemment, selon le code, si le code de la famille marocain. C'est-à-dire il doit avoir les 18 ans. Être sain donc de corps et d'esprit, est-ce qu'il ne soit pas malade d'esprit, être de bonne conduite et de bonnes mœurs, et ne pas avoir fait d'objet de condamnation, non effacé par la réhabilitation. Quelqu'un qui a fait l'objet de la condamnation, s'il est effacé par la réhabilitation, on accepte. Mais ceux dont la réhabilitation n'a pas effacé cette condamnation, donc ils n'ont pas droit. Soit pour crime, délit, infamant, donc acte constituant une infraction, ainsi de suite. Donc l'essentiel que la personne doit quand même, donc il faut qu'il soit de bonne conduite et de bonnes mœurs également. Donc parce que si jamais donc elle a été condamnée par quelque chose, donc il faut que cette condamnation soit effacée par la réhabilitation. Puis justifier donc d'une connaissance suffisante de la langue arabe. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il faut changer cette loi pour intégrer également la masure. L'essentiel, donc, jusqu'à maintenant, donc, on n'a pas changé donc, cette condition. Maintenant, donc, on s'assure normalement, on vérifie ce que la personne maîtrise, ou bien, voilà, il connaît quand même donc, les notions essentielles de base de l'arabe. Justifie de moyens d'existence suffisants. Donc, généralement, un contrat de travail ou bien l'exercice d'une activité qui va permettre à cette personne donc, quand même voilà, d'avoir les moyens financiers donc, pour l'existence qui sont suffisantes. Alors, donc voilà, c'est tout pour la personne physique. Maintenant, donc, on va passer sans transition donc, à la personne morale. Donc, pour la personne morale, en fait, de la même façon que les personnes physiques sont également des sujets de droit, alors, donc, on va commencer par un certain nombre de généralités concernant la personne morale. Certes, donc, on va définir d'abord qu'est-ce que la personne morale. Enfin, la personne morale est un regroupement de personnes ou de biens, une fondation par exemple, constituée donc en vue de quoi? De réaliser un but déterminé. Et cette personne, elle est douée de quoi? Par le droit d'une personnalité juridique. Donc, elle acquiert donc, la personnalité juridique par quoi? Par normalement la force de la loi. Cette personnalité juridique, elle est distincte de celle de ses membres. C'est-à-dire la personne morale en elle-même, donc elle est douée de quoi? Donc de la personnalité juridique de la même façon que ses membres. Mais elle est distincte donc de celle de ses membres. Donc, de la même façon qu'une personne physique, la personne morale a des droits, des obligations. Mais également, elle a un patrimoine distinct de ceux de ses membres. Donc là, son patrimoine également doit être distingué de celui de ses membres. Alors maintenant, est-ce qu'il existe un seul type de personne morale? Non, il existe plusieurs. Alors donc, on regroupe les personnes morales selon deux grandes catégories. D'abord, les personnes morales de droit public, c'est-à-dire on distingue entre ceux qui sont de droit public et ceux qui sont de droit privé. Les premiers, ou bien les premières personnes morales de droit public sont généralement des organismes publics régis par les règles de droit constitutionnel ou bien et de droit administratif. C'est-à-dire donc ce sont les personnes, le regroupement soit des personnes ou bien des biens dont la propriété appartient à l'État. L'État, de manière, c'est-à-dire l'État central, les collectivités locales, les établissements publics, les universités donc publiques et ainsi de suite. Maintenant, les personnes morales de droit privé donc, sont principalement les sociétés civiles et commerciales, les syndicats et les associations. Voilà donc les personnes morales de droit privé. La catégorie des personnes morales de droit privé dominée par la distinction qui oppose généralement les regroupements à but lucratif et à but non lucratif. Il y a certains regroupements qui ne cherchent pas de lucre, c'est-à-dire le bénéfice. Je cite ici donc à titre d'exemple les associations, les mutuelles, les syndicats. Ils sont là pour défendre les intérêts donc, de leurs membres. Et non pas, ils ne cherchent pas de bénéficier normalement de gagner de l'argent. Alors que, pardon, d'autres groupements qui sont à but lucratif, généralement, c'est donc les sociétés.
On va focaliser certes donc l'attention sur les sociétés, vu notre domaine donc voilà des sciences de gestion. On s'intéresse globalement aux sociétés et comme ça donc on va commencer par faire une distinction entre les sociétés. Alors plusieurs distinctions peuvent être faites, spécialement deux. On peut distinguer entre les sociétés en fonction de soit de personnes ou bien de capital, sinon en fonction de leur caractère. Est-ce qu'elles ont un caractère civil ou bien un caractère commercial? Pour les sociétés de la distinction, c'est-à-dire qui domine, est-ce que ce sont les personnes qui ont un caractère important de la détermination, de l'identification et la caractérisation de la société, ou bien le capital? Est-ce qu'on donne plus d'importance les personnes ou bien on donne plus d'importance le capital? Comme ça, donc, on distingue ici entre trois types de sociétés. D'abord, des sociétés de personnes, c'est-à-dire l'intuité personnelle, donc il a plus d'importance. Le caractère personnel des associés, donc il a plus d'importance. Ou bien, ce qui compte, c'est le capital, peu importe donc les associés ou bien les actionnaires généralement ici, ou bien un mixage entre les deux. C'est-à-dire donc il y a des types, des formes de sociétés au Maroc, mais également ailleurs, donc qui font parfois, qui présentent donc des caractéristiques des sociétés de personnes, en même temps des caractéristiques des sociétés de capital. Puis donc pour les sociétés, soit qu'elles sont civiles, généralement elles sont soumises aux derrière des obligations et contrats, ou bien des sociétés qui sont commerciales, qui sont soumises à deux lois essentielles. La loi 1795 pour les sociétés anonymes et les autres la loi 596 pour les autres sociétés, les SAR, les sociétés en collectif et ainsi de suite. Voilà généralement le schéma général qui permet donc une distinction des sociétés de manière générale. Alors rapidement, comment peut-on acquérir la personnalité morale et quels sont les effets de cette acquisition? D'abord, pour l'acquisition de la personnalité morale, donc conformément à la loi, surtout ici, regardez, donc on va focaliser l'attention sur les sociétés généralement. Conformément à la loi 1795, la loi 596, la loi 1795, donc ça concerne donc les sociétés anonymes, la loi 596, ça concerne les autres sociétés. Les sociétés commerciales n'acquièrent pas la personnalité morale dès la signature de le contrat, c'est-à-dire lorsque les associés ou bien les actionnaires signent les contrats, c'est-à-dire les statuts de l'entreprise, là, donc on ne peut pas donc j'allais dire donc considérer que cette signature donc permet à cette personne ou bien donne naissance à la personne juridique de la société, mais à compter de quoi? De leur immatriculation au registre de commerce, c'est-à-dire ce qui compte pour qu'une société acquiert donc sa personnalité juridique, donc il doit d'abord procéder à l'immatriculation de registre. Au moment où il est immatriculé donc au registre de commerce, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a acquis sa personnalité juridique. Mais la signature de le contrat, les statuts donc ne donnent pas droit ou bien ne donnent pas naissance ne donne pas naissance à une personne morale. Donc, selon cette loi, donc ce qui permet l'acquisition de la personnalité morale, c'est l'immatriculation au registre de commerce. Alors, la société conserve la personnalité morale jusqu'à sa dissolution. Par exemple, en cas de fusion, la fusion الاندماج بين شركات ou bien la scission فاش كتقسم الشركة سندي l'entreprise en sein de l'entreprise فاش كتقسم لجوج ولا ثلاثة ديال شركات صغار donc هنا donc la première donc on considère qu'il est dissoute. هنا donc il est à distinguer entre la dissolution et la liquidation. Généralement la dissolution donc elle peut parfois finir par la liquidation. La liquidation, généralement, elle est forcée, donc il n'est pas choisi par les associés, c'est généralement une décision juridique parce que l'entreprise rencontre des difficultés sérieuses. Donc, toutefois, lorsque la dissolution est suivie de la liquidation de la société, par exemple, en cas de dissolution décidée par l'Assemblée générale extraordinaire ou par la justice, donc la personnalité morale survit donc pour les besoins de liquidation. C'est-à-dire, si jamais donc une entreprise est sujet donc de la liquidation, l'entreprise, là, soit juridique ou bien à l'amiable entre
Des fois, donc, on peut procéder à la liquidation donc, à l'amiable avec un accord entre les associés. Des fois, faute, à défaut donc d'un accord, donc c'est généralement parler de liquidation forcée par la loi ou bien par voilà, par la justice. Donc, au moment de la liquidation, c'est-à-dire l'entreprise garde toujours la personnalité juridique. Pourquoi? Parce que donc on a besoin toujours de cette personnalité. Pourquoi? Pour accomplir bien évidemment la liquidation. À défaut de cette norme, donc cette personnalité juridique, donc la liquidation ne peut pas donc aboutir, ou bien ne peut pas être faite d'une manière légale. C'est pour cette raison la personne garde jusqu'à ce qu'on finisse la liquidation. Alors les effets maintenant, quels sont les effets que peut produire donc l'acquisition de la personnalité morale une fois qu'un regroupement de personnes acquiert donc cette personnalité morale? Quels sont les effets de ça, bien les conséquences? Alors donc avec la personnalité morale, la société donc acquiert donc quoi? Une individualité propre et une capacité juridique. Donc là, l'effet essentiel, c'est que l'acquisition de la personnalité morale signifie quoi? Donc l'individualisation voilà, de la personne, cette personne morale, mais également donc il acquiert donc une capacité juridique. Maintenant, comment peut-on identifier une société? C'est presque le même raisonnement, la même chose que la même logique que l'identification des personnes physiques. Comme toute personne physique, la société donc elle a un nom, un domicile et également la nationalité. Donc pour la dénomination sociale, c'est le nom. C'est ainsi l'individualisation de la société qui doit être déterminée dans les statuts. C'est le nom sur lequel la société la société est connue, également sur lequel donc la société exerce son activité, également donc conclut en fait tisse des relations avec ses partenaires. Cette dénomination sociale donc toujours suivie par de l'indication de la forme de la société, toujours l'entreprise a là. Puis est-ce que c'est une société anonyme? Ça doit toujours être suivi par la forme juridique de la société, parce que dans le cadre de le droit des sociétés, donc quand même cette distinction donc de la forme juridique elle est importante, parce que donc les caractéristiques ne sont pas les mêmes. La SA n'a pas les mêmes caractéristiques que la SAR, n'a pas les mêmes caractéristiques que la SNC, et ainsi de suite. Alors donc, puis le siège social, c'est le domicile. C'est le domicile de la société qui doit être indiqué dans le statut également. Donc, il faut qu'elle soit indiquée dans les statuts qui sont le contrat de la création d'entreprise. Le siège social c'est le siège social qui détermine la nationalité de la société. La compétence territoriale du tribunal de commerce et le lieu où doivent être faites les formalités d'immatriculation. Voilà donc l'importance du siège. Donc la nationalité, donc elle est au Maroc. La nationalité d'entreprise est déterminée selon le critère du siège social. S'il se trouve le siège social au Maroc et la nationalité donc marocaine, il est à l'étranger, donc il garde la nationalité donc étrangère. Alors les sociétés dont le siège social est situé au Maroc sont marocaines et soumises au droit marocain. Sont soumises au droit marocain sans problème. Donc, et bien sûr, donc par opposition, celles qui ont un siège social à l'étranger, donc elles sont étrangères et sont soumises aux lois de pays où il existe. Alors maintenant, la capacité de la société. En fait, la capacité juridique de la société est limitée par le principe de la spécialité. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est une petite distinction par rapport à la personne physique. La personnalité morale, certes, par exemple, les sociétés n'ont pas, leur capacité est limitée par le principe de la spécialité des personnes morales. Chaque entreprise détermine un objet social, c'est-à-dire donc ses activités. Donc, il n'a pas droit d'exercer sa capacité au-delà de cette activité qui est désignée dans le statut. Sauf s'il change, bien évidemment, il modifie le statut. Alors que les personnes physiques, bien sûr, donc, vont organiser leur vie juridique comme elles l'entendent, c'est-à-dire les personnes physiques ont droit, ont une marge, une capacité délimitée. C'est-à-dire elles ont droit donc d'organiser à leur façon leur vie juridique
c'est-à-dire donc en fonction de leurs intérêts, en fonction de leur domaine d'intéressement, ainsi de suite. Les sociétés sont créées pour l'exercice d'une activité bien déterminée. Donc c'est ça déjà la première des distinctions au niveau de la capacité. C'est que la capacité des sociétés, généralement, elle est limitée par la spécialité, par l'activité exercée par l'entreprise. La personnalité juridique ne leur est reconnue que, c'est-à-dire on ne reconnaît la personnalité juridique aux sociétés que dans leur but particulier. C'est-à-dire, il est reconnu dans leur but déterminé dans les statuts, ou bien l'activité qui est déterminée dans les statuts, donc au-delà de ça, donc il n'est pas reconnu. En conséquence, une société commerciale ne peut effectuer des actes juridiques qui n'ont aucun rapport avec son objet, bien sûr donc prévu dans les statuts. Exemple, une société par exemple dans les statuts prévoit que l'objet social est l'activité de la restauration et toutes les activités qui sont similaires. Si par exemple cette société a décidé par exemple d'acquérir un fonds de commerce de prêt-à-porter, est-ce qu'il a droit? Il n'a pas droit. Donc ici, la société ne peut pas alors acquérir un fonds de commerce de prêt-à-porter ou bien de librairie par exemple, parce qu'il est différent de quoi? De l'activité de la restauration, toutes les activités similaires à la restauration. Donc le fonds de commerce à prêt-à-porter, donc des vêtements, donc il est différent. Donc il n'a pas, il ne peut pas, donc il perd donc cette personnalité juridique ici, donc et du coup normalement ces actes ne sont pas reconnus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? S'il veut par exemple le faire, s'il veut acquérir un fonds de commerce de prêt-à-porter, qu'est-ce qu'il doit modifier son objet social. Et pour ce faire, bien sûr, donc il faut convoquer un assemblée générale extraordinaire et voir bien évidemment donc respecter la procédure en la matière pour modifier les statuts, c'est-à-dire pour modifier le contrat de la création de l'entreprise. Maintenant, donc, quant à la capacité d'exercice, donc c'est normal, la société ne peut pas exercer elle-même, c'est-à-dire ses droits. C'est pour cette raison, elle doit nécessairement être représentée par une ou plusieurs personnes physiques que on les nomme les représentants légaux de la société, qui vont l'engager vis-à-vis des tiers. Donc l'exercice se fait par quoi? Par un représentant mandataire qui est une personne physique, soit une, soit plusieurs. Voilà donc pour ce thème de la personnalité juridique. Ainsi, notre vidéo prend fin. Donc dans la vidéo prochaine, je vais essayer donc de traiter, de commencer la méthodologie des cas pratiques et l'analyse des arrêts. Voilà, merci pour votre attention.